Nous avons discuté jusqu'à maintenant de l'attitude et des positions des premiers philosophes. Et rappelez-vous, les premiers philosophes étaient ceux qu'on appelait les physiciens, c'est-à-dire que, grosso modo, ils ne s'occupaient pas de politique, ils ne s'occupaient même pas de morale individuelle, comment orienter sa vie, ils essayaient de comprendre la nature, comprendre les faits, si vous voulez. Ils avaient à leur disposition ce qu'ils appelaient les 4 éléments, l'air, la terre, l'eau, le feu. On sait très bien aujourd'hui que ce ne sont pas des éléments et qu'on va beaucoup plus loin. Mais à l'époque, c'était déjà quelque chose de très important et qu'à partir de ça, certains, comme Thalès, disaient c'est l'eau l'élément fondamental, Anaximène disait c'est l'air, etc., etc. Bref, il y avait toute une réflexion qui, évidemment, de notre point de vue, apparaît encore comme très grossière, mais qui se mettait en place. Puis au 5e siècle, avant Jésus-Christ, au moment où Athènes est devenue dominante et est devenue démocratique, une autre génération de philosophes est entrée en scène. Et eux abordaient directement la question politique, puisque c'étaient des professeurs de rhétorique. La rhétorique, c'est l'art de parler correctement. Attention, ne pensez pas parler correctement comme le beau parleur, qui enrobe des arguments relativement faibles, mais il les enrobe tellement bien qu'on a l'impression qu'ils sont forts. Ça va venir plus tard. Ça, ce sera la dégénérescence des sophistes. Mais au départ, c'était des professeurs de sagesse démocratique. Sophiste, ça vient de Sophia, sagesse, c'est-à-dire, pour la sagesse démocratique, c'est l'art de prendre des décisions sages, raisonnables, c'est-à-dire de bien discuter en assemblée. Puisque le principe de la démocratie, c'est pas que les décisions viennent d'en haut, c'est que les décisions sont prises par les citoyens assemblés. Et pour ça, il faut qu'il y ait une présentation correcte des problèmes, des enjeux, des dangers, de ce qui sont les mesures d'intérêt général à prendre. Et les sophistes, ils apprenaient ça, parce qu'il faut savoir que ça ne se fait pas spontanément, cela s'apprend. Il faut pouvoir tenir compte des auditoires. Quand on a une thèse dans la tête, il faut pouvoir la sortir, l'exprimer, la développer, la communiquer. Il faut tenir compte de ce que c'est ou de ce qu'on imagine savoir dans l'auditoire. Si on part de notions que l'auditoire ne comprend pas, l'argumentation ne fonctionnera pas. Il faut mettre ces arguments dans l'ordre. Il ne faut pas faire des généralisations hâtives, etc., etc. Et donc tout cet apprentissage, qui est l'apprentissage de la parole et de l'échange des paroles, qui doit mener à une décision raisonnable, apparaît comme tout à fait fondamental. Donc, ces sophistes étaient au départ des personnages qui faisaient quelque chose de positif, qui faisaient même quelque chose de nécessaire à la cité démocratique. Et puis, il faut bien se dire qu'à un certain moment, vers la fin du 5e siècle, au moment où la démocratie a commencé à se corrompre, les sophistes ont acquis une mauvaise réputation. Ils ont acquis une mauvaise réputation sans doute parce que certains d'entre eux ont profité du fait que quand vous êtes capable de bien parler, vous êtes aussi capable de manipuler les auditoires. Quand vous parlez bien, vous êtes capable d'arriver au résultat que vous voulez. Et c'est ça qui est évidemment extrêmement troublant. C'est que dans les assemblées, les sophistes ou leurs élèves, ce qu'on appelait les démagogues, ceux qui flattaient le peuple en voulant le conduire vers une direction qui les arrangeait, il y a beaucoup de démagogues aujourd'hui aussi, les populistes, etc. Eh bien, dans l'Assemblée, si vous voulez, si l'argumentation était une argumentation correcte, ça ne les arrangeait pas. Parce qu'il se peut que, objectivement, une argumentation bien menée mène à un résultat qui ne vous arrange pas. Vous aimeriez bien que ce soit un autre résultat. Et ce que font les sophistes, c'est qu'ils distordaient petit à petit, faisaient changer le cours de l'argumentation avec évidemment ce qu'on appelle des sophismes, c'est-à-dire des erreurs de raisonnement, mais ça ne se voyait pas. Ils se faisaient des erreurs délibérées puisqu'ils voulaient qu'on arrive à leur résultat. Et ils essayaient de manipuler leurs auditoires comme font tous les démagogues en faisant des généralisations très hâtives, mais en parlant bien de façon à ce que l'auditoire ne voit pas le sophisme. Alors le sophisme, c'est devenu l'acte du sophiste et c'est devenu quelque chose de très péjoratif. C'est devenu l'idée de faire des erreurs de raisonnement volontaires. Ça, c'est quand même étonnant. Les erreurs de raisonnement habituelles, ce qu'on appelle paralogismes, qui vont contre la raison, nous en faisons tous. Parce que tout simplement, nous raisonnons mal, nous n'avons pas reçu les leçons des bons sophistes, nous faisons des généralisations hâtives, nous n'établissons pas bien les faits, nous nous contredisons, nous changeons de définition en cours de discussion, etc., etc. Et donc, notre raisonnement n'est pas un raisonnement correct. Ce n'est pas parce qu'on a voulu le faire, on voudrait bien raisonner correctement, mais on n'est pas capable. Tandis que les sophistes, c'est différent, ils sont capables de très bien raisonner.
Mais pourquoi alors se trompent-ils délibérément? Mais je vous l'ai dit, parce que le résultat de l'argumentation ne leur convient pas. Si par exemple un sophiste veut absolument qu'on reprenne la guerre et qu'on le fasse par voie maritime, comme ça on va utiliser des bateaux, et si ce sont les amis des armateurs, ils veulent qu'on utilise le plus de bateaux possible, peut-être que la situation n'exige pas ça, si on y réfléchit. Et ils vont tâcher de tourner leur argumentation de façon à ce que l'Assemblée décide une reprise des hostilités par la mer, ce qui les arrange, et ils auront, quand leur argumentation est relativement faible sur le plan du fond, eh bien, ils se seront arrangés pour que ça ne se voit pas en détournant l'attention de l'auditoire, en faisant rire l'auditoire, en le faisant pleurer, en utilisant les émotions, bref, en le divertissant. Et ça va faire que l'auditoire va croire avoir pris une décision sage, démocratique, en suivant la position proposée par le sophiste, alors que, en fait, le résultat aura été un résultat beaucoup plus problématique, parce que si une assemblée fonctionne comme ça, et que les gens croient suivre un raisonnement correct, et qu'au fond, les sophistes peuvent les mener par le bout du nez, ça peut mener à des résultats qui sont des résultats très dangereux. Un sophiste se vantait de dire « je vais devant une assemblée, et je défends la thèse A », et j'obtiens une adhésion unanime, enthousiaste aussi. Et 5 minutes plus tard, je viens devant la même assemblée, je défends la thèse exactement contradictoire, la thèse non A, j'obtiens aussi une adhésion unanime et enthousiaste, et ils ne se rappellent même pas qu'ils ont voté exactement le contraire 5 minutes auparavant. Donc ça, c'est la magie du verbe. Et ça, évidemment, quand les sophistes ou leurs élèves arrivent à un tel brio dans la prestidigitation verbale, c'est extrêmement dangereux pour la démocratie.